Donc, on va attaquer le vif du sujet. Donc, selon vous, je ne sais pas lequel veut commencer d'abord. Quel est Ah, moi, je donne votre... toujours la parole aux autres. D'accord, ok. Quelle est votre définition du haut potentiel intellectuel? Alors d'abord, avant même de le définir, moi, mon avis, il est pas très, il est pas très agréable à entendre. C'est que je pense que ça n'a strictement aucun intérêt. Je pense que c'est une construction artificielle qui est basée sur des tests psychométriques. En tout cas, la définition actuelle est basée sur des tests psychométriques. Et en fait, ben, je ne vois pas trop l'intérêt à ça. Alors, ça mesure quelque chose, bien sûr que ça mesure quelque chose. On fait des tests, on met, il y a une échelle, il y a, voilà, il y a des, il y a une courbe de Gauss, donc on sait à quel point on s'écarte sur chaque test de la moyenne, de la médiane. Ok, très bien. On mesure quelque chose avec un test de QI, ou, peu importe le test utilisé, d'accord, quel que soit l'âge, etc. Mais on mesure quelque chose qui n'aura qu'un impact extrêmement limité. Je ne dis pas qu'il n'aura pas d'impact, mais qui n'aura un impact extrêmement limité sur la construction de la personne, la personnalité de la personne, les choix de la personne, son intégration sociale, son intégration professionnelle. Oui, ça a un impact. On a des études qui laissent à penser que, effectivement, sur certains aspects, les gens, cette population avec un QI homogène au-dessus de 130 dévie un petit peu d'une population qui n'a pas cette particularité-là. Mais fondamentalement, ce n'est pas quelque chose qui change la vie des gens et surtout, si elle la change pas de manière univoque. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières d'être influencé par ce paramètre qui n'est qu'un paramètre parmi plein d'autres de ce qui définit un individu. Donc, d'abord, la première chose, c'est que je trouve qu'on en parle trop. J'accepte d'en parler, mais je trouve qu'on en parle trop. D'accord? Oui, oui. Mais on a un peu le même point de vue, je pense. Ouais. Voilà. Vous voulez enchaîner, Claudie? Vous voulez Ben rebondir? ouais, Moi c'est ça. aussi, Je trouve que quelque part, je sais même pas si le haut potentiel, ben, en fait, à mon sens, hein, c'est pas un diagnostic. Je pense que c'est une particularité qui effectivement qui est basée sur un chiffre, en fait, un chiffre que, oui, qui a sûrement un intérêt. Donc, mais c'est un, voilà, c'est un résultat à un test, comme on peut avoir un résultat à un test de mathématiques. Encore une fois, je pense que c'est un résultat qui est intéressant, mais qui peut être influencé par plein de choses, en fait, au moment, en fait, où on passe le test. Et aussi, qui, comme dirait docteur Alexanian, c'est ça? Alexanian, je ne m'assèque pas. Voilà, je pense que c'est quelque chose auquel on accorde trop d'importance, c'est qu'on pense que c'est parce qu'on est au potentiel, que d'abord, on est hypersensible, que je ne sais pas moi, qu'on réussit à l'école ou qu'on ne réussit pas. Donc, je trouve que le QI a le dos large, en fait. Et que, quelque part, peut-être que aussi, on a un biais clinique, en fait, c'est que nous, les hauts potentiels qu'on voit dans nos cabinets, en fait, ont autre chose. Et c'est pour le autre chose qu'ils viennent nous voir, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je Oui, raconte. absolument. Voilà. Donc, Et et comme, voilà, le terme haut potentiel, ça veut dire que quoi? C'est qu'on a un potentiel peut-être plus élevé que les autres, mais pourquoi, en fait? Et pour en faire quoi? Je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance à un test qui dure 1 heure et demie, comment je dirais, qui défend peut-être une conception de l'intelligence, alors que c'est quelque chose pour moi de très complexe, très large, et que sûrement une composante sociale associée, je ne sais pas. Voilà. alors, du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Donc, en effet, mon mari blague toujours parce qu'il dit il y a 2% ou 5%, je ne sais pas, Ouais. de potentiel intellectuel dans la population, mais dans mon équipe, tous mes collègues ont un enfant à haut potentiel. Et les instituts que moi je côtoie beaucoup disent la même chose. Elles disent dans mes classes, tous les parents me disent que si leur enfant a un problème, c'est qu'en fait, il est à haut potentiel. Donc ça, c'est juste anecdotique. Mais finalement, j'ai l'impression que vous rejoignez pas mal Sylvie Chocron. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle dirige l'unité de vision et cognition de l'hôpital Rothschild. Elle dit que le test de QI, c'est un test instrumental. Ah, bien sûr. Et que finalement, c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Et c'est vrai que nous, on le voit si des enfants font par exemple des rééducations orthoptiques, tout ce qui est vitesse de traitement, ça bouge.
Et aussi, peut-être je voudrais revenir sur le fait que vous avez parlé, enfin vous avez évoqué QI homogène et QI hétérogène. Peut-être vous pouvez rebondir quand même un petit peu là-dessus ou développer. Qui rebondir? Vous voulez rebondir, docteur, sur est-ce Moi? Oui, bah moi qu'il y a je un peux QI rebondir, oui, homogène bien et sûr. un QI Moi, c'est dommage, je vois pas les réactions de tout le monde. Donc là, je me dis, OK, c'est à mon tour, pas à mon tour. Donc, Ouais, j'aime pas ça, là. il y a Ouais. deux troubles en psychiatrie qui sont les plus pourvoyeurs de troubles des apprentissages. C'est le trouble anxieux et le TDAH. Et il se trouve que ces deux troubles sont aussi les deux plus fréquents en psychiatrie. Le trouble anxieux, c'est environ 12% de la population, donc c'est plus d'une personne sur 10. Et le TDAH, en fonction de l'âge, c'est entre 2 et 8% en fonction de l'âge. Et encore, en disant 2, on est un peu... voilà. Mais ces deux troubles qui sont fréquents, qui sont en plus fréquemment associés l'un à l'autre, plus fréquemment associés l'un à l'autre que ne le voudrait le hasard, d'accord, et qui vont avoir un impact important sur les apprentissages. Et ils vont donc aussi avoir un impact important sur le test de QI. Voilà. Et donc, finalement, le test de QI, il faut vraiment comprendre que c'est une mesure à un instant T de quelque chose qui est extrêmement influencé par votre état psychique. Si vous souffrez d'un trouble anxieux ou d'un TDAH, ça va avoir un impact important. Et ça va avoir un impact encore plus important si au moment où vous le passez, vous êtes plus mal, plus TDAH ou plus anxieux. Et ça va avoir un impact encore plus important si la personne qui vous le fait passer ne vous met par exemple pas à l'aise ou si vous n'aimez pas ce type de situation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un trouble anxieux, un TDAH, qui adore ce type de test, qui avec quelqu'un avec qui il est très à l'aise, aura un impact beaucoup moins important sur son résultat de ses troubles que quelqu'un qui a le même TDAH, le même trouble anxieux, mais qui n'aime pas passer ce type de test, qui a une pression importante, la personne qui l'a fait passer, ça ne se passe pas bien, au limite, on va avoir un retard mental, quoi. On va conclure un retard mental, d'accord, de manière complètement inadaptée, en fait, d'accord. Donc, il faut vraiment comprendre que, entre guillemets, l'état psychique va créer des faux positifs ou des faux négatifs en fonction du critère qu'on va prendre. Sauf que ces états psychiques, ils sont très fréquents. Bien sûr. Et sauf qu'en plus, les personnes à qui on fait passer ce type de test, c'est surtout des personnes qui ont aussi des troubles psychiatriques. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va très bien ne va pas venir passer ce genre de test. D'accord ? Donc, vous avez en plus un biais de recrutement. Donc, déjà que c'est très fréquent en général, ceux qui vont venir vouloir passer ces tests-là sont en plus des gens qui vont moins bien que la moyenne des gens. Bref, ça crée un biais de recrutement majeur. Ça crée des biais, les troubles psychiatriques créent des biais de résultats majeurs, des faux positifs, des faux négatifs en fonction de comment, si on veut voir au potentiel ou retard mental. Donc, c'est quelque chose qui est, moi, je crois, très difficilement interprétable. Moi, honnêtement, en clinique, j'ai jamais, comment dirais-je, changé d'attitude, de diagnostic, de thérapeutique, de conseil, de psychoéducation suite à un test de QI. Jamais. Jamais. Oui, moi aussi, c'est la même chose. En fait, je trouve que ça n'a pas beaucoup de portée clinique. Si ce n'est des fois, c'est vrai que ça me permettait, parce que j'en fais plus de tests justement, parce que je trouvais qu'on y accordait trop d'importance et que j'avais l'impression parfois que j'écrivais des trucs auxquels je croyais plus ou moins. Parce qu'à mon sens, ce n'est pas un outil diagnostique, mais c'est vrai que c'est peut-être un outil d'observation dans une situation spécifique, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que peut-être pour le thérapeute ou le clinicien, ça permettait d'avoir un petit échantillon de l'enfant dans une situation de performance et d'interaction, de voir comment il réagit, est-ce qu'il se lève, est-ce qu'il est impulsif, est-ce que tu as tendance à compliquer le truc. Mais voilà, pour moi, c'est vrai que c'est un outil qui est un peu limité. Mais pour revenir peut-être à votre question, Madame Destin, je pense qu'il y en a qui ont des profils hétérogènes. C'est vrai que souvent, ce qu'on va constater chez les enfants qui nous consultent, c'est qu'il va y avoir un décalage, à mon sens, entre les fonctions de raisonnement et les fonctions exécutives. Donc, c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont avoir de bonnes capacités de conceptualisation. Hein, et souvent, aux deux premiers indices, je ne sais pas si vous les connaissez, mais compréhension verbale et visuospatiale, ils vont peut-être avoir de meilleurs résultats, surtout à compréhension verbale.
Mais tout ce qui est mémoire de travail et vitesse de traitement, ben voilà, ça va être un peu plus faible, relativement plus faible ou par rapport à la norme, parce qu'il y a quelque chose, en fait, au niveau exécutif qui est peut-être un petit peu moins normé, un petit peu plus dépendant des variables, comment je dirais, environnementales. Donc, des fois, on va avoir un décalage comme ça. Donc, entre les fonctions de raisonnement qui vont être plus élevées, les fonctions exécutives, en fait, vont être relativement plus faibles et qui permettront peut-être pas à l'instant T de complètement actualiser leur potentiel qu'on peut voir dans d'autres situations ou de manière plus irrégulière. Donc, c'est pour ça que des fois, les gens sont un peu déroutés face à des enfants qui peut-être qui ont une certaine forme d'intelligence. Ils vont dire, mais je ne comprends pas, il est super intelligent, il capte vite, il y a des conversations d'adultes. Et pourtant, l'école, ça ne suit pas, quoi. Il n'y arrive pas. Donc, moi, je pense que c'est chez certains, en fait, peut-être au potentiel qu'on voit dans nos bureaux, dans nos cabinets, c'est effectivement ce qu'on appelle un peu les twice exceptional, donc des enfants qui ont des hauts potentiels, mais qui ont soit un TDAH ou un problème exécutif, pour moi, c'est un peu des synonymes, ou voilà, un syndrome d'Asperger, une dyslexie, une dysorthographie. Et c'est beaucoup plus cet aspect-là, finalement, qui va expliquer les difficultés que le haut potentiel. Ouais. Je ne sais pas si ça a du sens. Là. Des fois, je ne suis pas claire, il est 8 heures le matin, mais voilà. Peut-être qu'on dévie un petit peu des questions. Je suis peut-être un peu TDAH aussi. Je pense que le docteur, je l'ai vu acquiescer, donc je me dis d'accord. Et docteur, vous avez dit, bon, finalement, alors je ne sais pas si je vous ai très bien compris, cette population-là de QI donc supérieure à 130, ils n'ont finalement pas tellement de points communs. Donc, j'ai envie de vous challenger un petit peu là-dessus parce qu'on lit parfois dans la littérature que quand on fait passer des IRM fonctionnels, des EEG, je ne suis pas médecin, donc peut-être je dis des bêtises, on s'aperçoit qu'au niveau neurologique, au niveau du cerveau, les connexions entre les neurones se font plus rapidement que chez les autres personnes. Alors, ce type d'étude n'est valable que sur des groupes, c'est-à-dire que en aucun cas, avec une IRM, avec même fonctionnelle, avec un EEG, vous pouvez différencier quelqu'un avec un haut potentiel de quelqu'un qui n'en a pas. Ça, c'est impossible à titre individuel. Par contre, si vous prenez la moyenne sur 1000 personnes au potentiel et la moyenne sur 1000 personnes non au potentiel, en IRM fonctionnelle, en EEG et en tout ce que vous voulez, on va dire, vous trouverez effectivement des différences significatives de moyenne. Il y a des différences qui, a priori, ne sont pas dues au hasard. Ça, c'est vrai. Mais à titre individuel, si vous voulez, quand vous prenez l'échantillon global, la moyenne, elle est là, puis l'échantillon, il est là, des hauts potentiels, et la moyenne des non hauts potentiels avec l'échantillon, vous voyez, ça se chevauche en partie, en grande partie même. Donc, ce n'est pas avec ce type d'examen que vous pourrez faire le diagnostic, entre guillemets, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un diagnostic, ni même fondamentalement différencier ces deux populations. C'est d'ailleurs pareil dans le TDAH, dans la schizophrénie, on a toujours des études qui sortent en disant oui, le cerveau des TDAH, des schizophrènes et machin, il est différent de ceci, cela. Quand vous regardez le contenu des études, c'est sur 1000 personnes et avec une différence de moyenne extrêmement faible. Voilà. Ouais. D'accord. Merci d'avoir clarifié ce point. Alors, j'ai envie de vous challenger encore un petit peu. Moi, j'en vois beaucoup donc, de haut potentiel dans ma pratique de graphothérapeute. Et je trouve que ceux que je vois ont quand même des points communs. Alors, peut-être que c'est lié à l'écriture, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils aiment que ça aille vite, il faut changer, il faut se renouveler. Bon, moi, j'ai beaucoup de petits jeux ou de petites choses à manipuler. Dès qu'ils arrivent dans mon cabinet, ils disent « Ah, ça, c'est nouveau ». Et j'ai quand même du mal à les accrocher par rapport à l'écriture parce que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, moi, ce que je vois, je dirais qu'ils ont quand même des points communs dans leur mode de fonctionnement. Mais donc, c'est quelque chose que vous challengez finalement. Non, en fait, ouais. Allez-y si vous voulez. Moi, non, mais je pense que c'est parce que vous recevez comme nous une population clinique, en fait. Et j'ai l'impression que ceux qui vous consultent, oui, certes, il y en a peut-être voilà, plusieurs qui sont au potentiel, mais à mon sens, ils ont peut-être aussi, en combinaison, si je peux dire, un problème exécutif, donc une difficulté à réguler leur motivation sur des choses qui ne les intéressent pas, peut-être un problème attentionnel, peut-être une difficulté à organiser leurs pensées, à planifier leurs gestes. Donc, peut-être pas, hein, ça sera, moi, je suis dans une discussion ouverte, là, mais peut-être qu'ils ont effectivement, vous avez le profil à votre cabinet de
voilà, bon raisonnement avec des difficultés peut-être, ou en tout cas des difficultés relatives sur le plan exécutif. Et pour moi, exécutif veut dire encore une fois régulation des émotions, motivation, gestion du temps, gestion de l'attention et tout ce qui est un petit peu, comment je dirais, mécanique, ils aiment moins en fait. Ça les barbe. Ils veulent aller plus directement aux résultats. Donc, est-ce qu'ils sont un petit peu TDAH? Là, je ne veux pas nécessairement leur mettre une étiquette, mais est-ce qu'ils se retrouvent un petit peu sur le continuum du TDAH? Peut-être. Il y a de la fluidité dans le geste. En fait, j'ai deux populations. J'ai ceux qui n'ont pas de problème et il y a eu un truc qui s'est passé au niveau de leur parcours. Là, je pense à un ado qui est passé du public à Henri IV, donc il a eu un gros stress et du coup, il a voulu accélérer. Mais lui, en fait, ceux-là, ça va très vite. C'est-à-dire qu'en 5 séances, tout est réglé. Ouais. Les autres, ça prend plus de temps et il y a beaucoup plus d'impulsivité au niveau du geste. Oui, ou une irrégularité, peut-être. Des fois, ils sont rapides. Après, ils ont des ruptures attentionnelles ou de motivation. Ils s'arrêtent. Donc, ça manque peut-être de constance, en fait. C'est dans la régularité. Ouais. Docteur, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, en fait, moi, ce que je crois par rapport à ça, c'est que… comment dire ça? Le TDAH et le trouble anxieux, c'est quand c'est pathologique. Oui. On appelle ça un trouble. Il y a un problème. Exactement. Simplement, ça, l'aspect pathologique, il est en fonction du retentissement, il est en fonction du handicap génétique. D'accord. Ouais. Gène fonctionnel, moi, que j'appelle. Ouais. Gène fonctionnel. Ouais. Mais fondamentalement, ces biologies-là, celle du tempérament anxieux et celle du défaut d'inhibition, de la distractibilité et de l'impulsivité, ce sont des biologies qui sont en fait communes à 100% des gens. C'est-à-dire que 100% des gens ont un certain niveau de doute, d'inquiétude, de préoccupation, et 100% des gens ont un certain niveau de distractibilité et d'impulsivité. C'est des voies biologiques, c'est des voies neuronales qui d'ailleurs sont en interaction entre elles, qui existent chez 100% des gens. Vous comprenez bien que ni le TDAH ni le trouble anxieux, c'est un morceau de cerveau en plus ou en moins. C'est juste une intensité d'un fonctionnement naturel qui est un peu extrême et qui, quand il est pathologique, devient un handicap. Et dans ce cas-là, on appelle ça un trouble anxieux ou un TDAH. D'accord ? C'est comme il y a des gens qui font 1,60 m et des gens qui font 2,20 m. D'accord ? Si vous faites 2,20 m et que vous êtes basketteur en Finlande, ça ne sera jamais un handicap. Si vous faites 2,20 m et que vous êtes taxi à Tokyo, ou pilote de Formule 1, voilà, vous allez vite avoir mal au dos, vous allez vite avoir plein de problèmes de santé. Et pourtant, ce n'est pas intrinsèquement une pathologie de faire 2,20 m. Le handicap va être en fonction de la circonstance. Votre caractère extrême sur votre taille va être ou non pathologique en fonction des circonstances. Bon, une fois que ça c'est dit, je vais vous expliquer moi ce que je pense de cette situation. Je pense qu'être intelligent, je ne parle pas de haut potentiel, je parle d'être intelligent, ça nécessite d'avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de préoccupations d'un côté, et de l'autre, ça nécessite d'être très distractible et très impulsif. Je ne pense pas qu'on puisse être très intelligent si on ne se pose pas 1000 questions à la seconde. Et ça, c'est un terrain propice au trouble anxieux quand ça devient pathologique. Et je ne pense pas qu'on puisse être intelligent si on n'est pas curieux. Et pour être curieux, il faut être distrait et impulsif. Si vous n'êtes ni distrait ni impulsif, vous ne pouvez pas être curieux. C'est impossible. Vous n'accéderez jamais à la nouveauté. Vous n'aurez jamais d'appétence pour la nouveauté. Vous n'allez pas vouloir stimuler à fond votre circuit de la récompense via les nouveautés. D'accord ? Et donc, je pense que pour être intelligent, il faut avoir un terrain biologique favorable au risque d'exprimer un handicap à cause de ce terrain biologique d'un côté du trouble anxieux et de l'autre côté potentiellement du TDAH. Et je pense que c'est pour ça que dans les études, on retrouve plus de diagnostics de TDAH et de troubles anxieux, d'accord ? Mais que quand on prend des populations très homogènes, de QI au-dessus de 130 homogènes, eh ben, on n'en retrouve pas forcément beaucoup plus que dans la population générale. Parce qu'en fait, entre les deux, il y en a qui ont eu un handicap et il y en a qui n'ont pas eu un handicap. C'est la même biologie, mais à un moment donné, elle a été handicapante pour certains, à un moment donné, elle n'a pas été handicapante pour d'autres, au moment du test, je veux dire, enfin, pour le test. Oui. Et donc, je pense que ça explique cet enfantillage terrible entre certains psychologues, certains neuropsychologues,
qui font de la psychométrie et qui disent mais non, ce sont des choses qui n'ont rien à voir, les études sur les QI homogènes au-dessus de 130 ne montrent pas ce type d'association, d'un côté, et de l'autre côté, les psychiatres qui vous disent ah bah si, clairement, on voit bien que même quand le QI, on voit bien qu'ils sont plus intelligents, nos patients TDAH anxieux, on voit bien qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, peu importe vos tests de QI pour eux. C'est ce que je veux dire. Donc, je pense que c'est de là que vient le hiatus entre certains psychologues et certains psychiatres. Voilà, c'est parce qu'il faut vraiment comprendre cette notion de continuum. Il faut vraiment comprendre qu'à partir d'un certain niveau, ça devient handicapant en fonction de certaines circonstances. Donc, pour répondre à votre question, moi, je ne pense pas que vous ayez forcément un biais de recrutement, même si oui, il y a une partie de biais de recrutement qui ne va pas bien, c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, de manière générale, pour être très intelligent, il faut être à fond sur le frein, le doute, la peur, l'inquiétude, la préoccupation, parce que ça va vous permettre d'aller vraiment, d'être très obsessionnel, d'aller approfondir certaines choses, voilà, etc. Mais aussi en même temps être à fond sur l'accélérateur. Il faut être à fond sur les deux pédales en même temps. Voilà comment moi je vois les choses. J'aime bien cette image, c'est très intéressant. Et justement, ne pensez-vous pas tous les deux que le fait quand même d'être cognitivement assez avancé, d'avoir un cerveau quand même bien en alerte, justement, etc., mais en même temps d'avoir l'âge qu'on a, enfin surtout pour les enfants, là je fais référence à la disharmonie ou dysynchronie, ça ne peut pas poser des problèmes dans le développement d'un enfant ou d'un adolescent qui peut se sentir du coup en décalage? Qui répond? Par rapport aux autres? Ben, en fait, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question, mais je pense qu'effectivement, ils ont une espèce d'hyperconnectivité qui leur permet voilà, d'aller capter beaucoup, beaucoup d'informations. Mais je pense que pour certains, et c'est ce qui pose problème à l'école, c'est qu'ils n'ont peut-être pas, encore une fois, les capacités d'organisation et de planification pour pouvoir, comment je dirais, composer avec toute cette information qu'ils réceptionnent. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, effectivement, à certains moments, ça peut peut-être leur poser un problème dans le traitement de l'information, mais tant cognitive qu'émotionnelle que sociale. Donc, je me demande si, mais là, moi, c'est vraiment intuitif ce que je dis, là, si cette espèce d'hyperconnectivité les met pas à risque des fois d'une espèce comment je dirais, peut-être pas nécessairement de surcharge, mais de ne pas savoir comment trop trier l'information, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur, mais moi, j'ai l'impression que de ça, ou du moins de la trier, l'information, de la traiter de manière à répondre aux exigences de l'environnement, notamment de l'environnement scolaire. Hein? Parce que moi, à mon sens, l'école ne mesure pas tant l'intelligence que la capacité à se conformer ou la capacité à appliquer une méthode telle qu'elle est enseignée. Et je pense que certains de ces enfants, en fait, au potentiel, ou en tout cas un minimum intelligent, qu'il y en a qui sont très motivés de manière intrinsèque, donc ils ont envie de parler. En fait, ils ont, comment je dirais, je ne sais pas s'ils ont envie ou s'ils n'ont pas d'autres possibilités que de traiter l'information telle qu'ils la ressentent. Et ça fait en sorte que, oui, ils vont prendre un autre chemin, mais que c'est un chemin qui ne va pas nécessairement être valorisé, ou un traitement de l'information ne peut pas nécessairement être valorisé ou célébré à l'école. Donc, ils vont se retrouver, voilà, pour certains, hein, mais ce n'est pas tous les hauts potentiels qui sont en échec scolaire, hein, pas du tout. Mais je pense qu'on ne parle même pas d'échec, hein, parce que ceux que je vois qui ont peut-être qui sont double exceptionnels, qui ont un potentiel avec voilà, des difficultés soit exécutives ou une difficulté à réguler leurs émotions ou voilà, à se motiver. Bon, c'est tous des synonymes, mais bon, peu importe. Comment je dirais... ils ne sont pas en échec scolaire, mais on va dire qu'ils vont gâcher leur potentiel. Mais à quelque part, ce n'est pas nécessairement qu'ils le gâchent, c'est qu'ils vont l'exprimer autrement, mais ça ne sera pas nécessairement validé ou célébré par l'école. Je ne sais pas si c'est clair ce que je... Docteur, vous voulez ajouter quelque chose, peut-être dans le lien cognitif et affectif? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Enfin, encore une fois, le trouble anxieux et le TDAH, c'est deux troubles qui favorisent les troubles des apprentissages, notamment quand c'est des choses qui ne sont pas intéressantes pour la personne qui souffre de ces troubles-là. Est-ce que je peux juste Voilà, je ne sais pas si des troubles des apprentissages ou comment je dirais, une difficulté à performer scolairement. Parce que moi, je pense que c'est des enfants qui apprennent bien, ou peut-être autrement, mais c'est au niveau de l'instant. Au moment de performer, ou est-ce que finalement, c'est compliqué, quoi? Alors, on parle de l'apprentissage scolaire, mais il n'y a pas que le moment de la performance. Il y a aussi le moment tout simplement de l'apprentissage. Dans le TDAH, par exemple,
c'est extrêmement compliqué d'écouter quand il n'y a pas d'intérêt. Tout le monde a des difficultés d'attention quand ça ne nous intéresse pas. Les gens qui ont un TDAH, encore plus. Encore une fois, hein, le TDAH, ce n'est pas une case en plus ou en moins dans le cerveau. Le TDAH, c'est un fonctionnement un peu extrême. Tout le monde qui n'aime pas entendre quelque chose va y prêter moins attention. C'est le cas de tout le monde. Le cerveau fonctionne comme ça. Plus vous êtes intéressé par quelque chose, plus vous l'écoutez. Pour le TDAH, c'est encore plus extrême. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour mobiliser ses capacités attentionnelles. Et dans ces cas-là, elles sont très bonnes, les capacités attentionnelles, quand il y a du plaisir. Hyper-focalisation, oui. Et donc, ce n'est pas qu'au moment de l'examen que la performance est moins bonne, c'est aussi au moment de l'apprentissage. Donc, ça peut donner des trucs des apprentissages, encore une fois, dans ces circonstances particulières où il n'y a pas de plaisir. Donc, encore une fois, le trouble anxieux et le TDAH sont à l'origine de troubles des apprentissages scolaires, mais pas que scolaires, à vrai dire, aussi sociaux. C'est-à-dire, tout à fait. Il faut comprendre que interagir avec les gens et interagir de mieux en mieux avec les gens, ça s'apprend. Ce n'est pas inné. Nous sommes de manière innée câblés pour le faire. C'est-à-dire il est prévu que nous soyons des êtres sociaux et que nous progressions dans nos interactions sociales, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, si vous ne stimulez pas assez ce type de situation, ou si, par exemple, parce que vous êtes très distrait et très impulsif, la qualité de vos interactions sociales sont moins bonnes d'une part, parce que vous êtes un peu impulsif, et d'autre part, la capacité à en tirer des conclusions, à en inférer des apprentissages est moins bonne parce que vous êtes distrait. Je prends un exemple concret, caricatural, hein, exprès caricatural, juste pour que vous compreniez. Si je mets une claque à quelqu'un et que je suis tellement distrait que je n'arrive pas que je ne regarde pas sa réaction, je ne saurais jamais que ça ne lui a pas plu. Vous avez compris que c'est caricatural. Mais c'est pour vous donner l'idée. Oui, bien sûr. Pardon ? Oui, non, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir un retour sur ce qu'on a fait, nous, socialement, il faut y être attentif. D'accord ? Et pour avoir un retour sur ce qu'on a fait socialement, il faut avoir fait quelque chose socialement. Et quand on est anxieux et qu'on est phobique social, on ne fait pas grand-chose socialement. Donc finalement, quand on a une anxiété et un TDAH, en tout cas un terrain biologique favorable à l'anxiété et un terrain biologique favorable au TDAH, eh bien au global, on va, diminuer le nombre d'interactions avec les gens. Donc finalement, on va moins apprendre quantitativement, mais aussi on va diminuer la qualité des apprentissages de ces interactions. D'accord ? Parce qu'on ne va pas y faire attention d'une part, et parce que d'autre part, émotionnellement, on va y mettre une coloration émotionnelle qui va être, par exemple, si on est anxieux, un peu négative, un peu sombre, un peu triste. Et donc, on va mal interpréter la réaction des autres. D'accord ? Donc, à la fois quantitativement et qualitativement, les personnes avec un haut potentiel, qui ont donc un terrain plutôt favorable aux troubles anxieux et plutôt favorable au TDAH, même s'ils ne sont pas diagnostiqués et ne sont pas pathologiques, ce fonctionnement biologique-là va faire en sorte qu'ils vont être moins performants sur le plan social que les autres. Et c'est aussi pour ça que les deux biologies, quand on regarde la génétique des personnes qui se font harceler à l'école, d'accord, on retrouve la génétique du trouble anxieux et dépressif et on retrouve la génétique du TDAH. Asperger aussi. Mais Asperger, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que Asperger, c'est un peu la conséquence, si vous voulez. C'est-à-dire que, en tout cas, quelqu'un qui a un trouble anxieux et un TDAH, qui sont les deux comorbidités les plus fréquentes du trouble du spectre de l'autisme, on rappelle, hein, les deux comorbidités les plus fréquentes du TSA, c'est le TDAH et le trouble anxieux, ce qui est logique, d'accord, mais elles sont surreprésentées par rapport à ce que ne voudrait le hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, bah oui, mais comme c'est fréquent, ça se retrouve chez les TSA. Non, c'est surreprésenter le TDAH et le trouble anxieux par rapport à ce que ne le voudrait le hasard chez les personnes avec un TSA. Or, ces deux troubles qui donnent une symptomatologie, quand ils sont associés et très jeunes et de manière très intense, ça donne une symptomatologie de TSA. C'est-à-dire que moi, selon moi, le TSA devrait être un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire que d'abord, on envisage d'autres causes avant le diagnostic de TSA. Parce que la symptomatologie même du TSA n'est en rien pathognomonique, c'est-à-dire qu'elle n'est en rien spécifique. Il n'y a aucun symptôme dans le TSA qui ne se retrouve pas dans d'autres troubles, et a fortiori, il n'y a aucun symptôme du TSA qui ne puisse pas se retrouver dans l'association d'un trouble anxieux et d'un TDAH. Donc, quand vous avez un trouble anxieux et un TDAH, vous pouvez sans aucun souci exprimer 100% des symptômes d'un TSA, y compris les symptômes précoces avant 3 ans, etc. Donc, moi, je pense que le diagnostic de TSA, c'est un diagnostic très bien, très intéressant, mais qu'il faut manipuler avec beaucoup de pincettes
parce que les difficultés en théorie de l'esprit et en empathie ne nécessitent pas d'avoir un TSA. On peut avoir des difficultés en théorie de l'esprit et en empathie avec un TDAH ou avec un trouble anxieux, et a fortiori avec les deux. Pas mal. À mon avis, vous bousculez certaines idées reçues Ouais. là-dessus. Il y a un problème avec le diagnostic de TSA, c'est-à-dire que d'abord, avec le temps, de plus en plus de gens rentrent dans les critères, parce que les critères sont tellement amoindris, tant en termes de nombre que même d'intensité pour rentrer dans le diagnostic. C'est-à-dire que quand on regarde l'évolution de l'intensité de la symptomatologie des gens avec un TSA avec le temps dans le recrutement des études scientifiques, avant, ils étaient vraiment sévères. Maintenant, on les distingue de moins en moins de la population générale. C'est-à-dire qu'on va faire des études sur le TSA sur des gens qu'on peut à peine distinguer de la population non TSA. C'est quand même un problème. Donc, il y a une intensité des symptômes qui est de plus en plus faible et on fait rentrer vraiment plein de gens dans ce diagnostic, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a une hétérogénéité considérable de la symptomatologie des personnes recevant ce diagnostic. Mais comme le TDAH, en fait, je pense. Maintenant, encore, l'idée, c'est plus d'évaluer la gêne fonctionnelle associée au fonctionnement, en fait. Est-ce que, effectivement, la personne… Pardon? C'est pas la même problématique parce que dans le TDAH, il y a quand même un cœur qui s'appelle le défaut d'inhibition. D'accord ? Ouais. Et dans le TDAH, il y a un traitement qui fonctionne parfaitement sur le défaut d'inhibition. Donc, si vous voulez faire un diagnostic de TDAH, il va y avoir une conséquence thérapeutique, potentiellement médicamenteuse, donc avec un fonctionnement qu'on connaît très bien, c'est-à-dire qu'une symptomatologie qu'on connaît bien, qui est liée au défaut d'inhibition, un traitement dont on sait qu'il fonctionne sur le défaut d'inhibition, il y a une cohérence globale dans le diagnostic et dans la thérapeutique et dans l'effet que va avoir le diagnostic sur la qualité de vie des gens, qui est extrêmement cohérente, qui est ramassée. Voilà. C'est une entité qui me semble beaucoup moins sujette à caution que l'entité TSA. Mais vraiment, je pense que même, à vrai dire, je pense que c'est les deux extrêmes en psychiatrie. C'est-à-dire que TSA, c'est extrêmement hétérogène, extrêmement large, on n'a aucun traitement, on ne comprend pas comment ça se passe. Les études, c'est un échec, les études scientifiques sur le TSA. Un échec. On en parle d'ailleurs avec le professeur Montron dans la vidéo dont je vous parle. On a un tel problème de définition du trouble qu'on n'arrive rien à trouver finalement. Et de l'autre côté, le TDAH, dont le cœur, c'est le défaut d'inhibition, pour lequel on a un traitement et pour lequel on comprend les mécanismes d'action de pourquoi ce traitement marche sur la dopamine, la noradrénaline dans le cortex préfrontal, etc. Donc, je pense que vraiment, on ne peut pas comparer TDAH et TSA. Vraiment pas. Oui, l'expression des symptômes du TDAH va être très large, mais on connaît le cœur de la machine et on sait comment le traiter. Ça, c'est clair. Ouais. Je sens que ça va vous faire réfléchir, Claudie. Oui. On n'a pas besoin de moi, j'aime bien réfléchir, je n'ai pas de problème avec ça. Je suis très open, donc c'est intéressant. Je vous remercie beaucoup. Pour conclure, vous avez dit, docteur, finalement, moi, j'ai pas de conseils à donner aux parents de haut potentiel. Est-ce que l'un et l'autre, vous en aurez quand même à donner à des graphothérapeutes ou des orthophonistes qui suivent ces enfants-là, ou finalement, pour être cohérent à ce que vous avez dit avant, non? Mon conseil, c'est ça ne doit pas être quelque chose que vous devez prendre en compte dans votre pratique professionnelle. Si vous prenez en compte le haut potentiel, vous allez vous perdre. Vous allez vous paumer. Ayez une analyse dimensionnelle des choses, ayez une analyse fonctionnelle, une analyse de mécanicien, d'ingénieur, qui va aller regarder le processus, pas que le symptôme. Qu'est-ce qui a amené au symptôme? Je prends souvent cet exemple exprès un peu provoquant, un peu caricatural. Quelqu'un qui a tué sa femme. C'est un comportement, c'est un symptôme. Oui. D'accord. Mais sauf que ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qu'il a tué sa femme, c'est qu'est-ce qui l'a amené à tuer sa femme. Est-ce que c'est un délire de persécution schizophrénique qui lui fait penser qu'elle est habitée par le diable et qu'elle veut le tuer, et donc il tue sa femme? Est-ce que c'est un délire mégalomaniaque qui lui fait penser qu'en la tuant, ça va lui permettre d'aller au paradis et de devenir une déesse? C'est un trouble. C'est un délire mélancolique d'une dépression très sévère qui lui fait penser que de toute façon tout le monde va mourir et donc il tue sa femme, ensuite il se tue lui et il tue tous ses enfants pour éviter d'avoir un drame, et dans ce cas-là c'est une mélancolie délirante, c'est une dépression. Est-ce que c'est un mec qui a trouvé sa femme au lit avec son amant et donc c'est un crime jaloux passionnel, etc. Et donc il y a 1 million de mécanismes psychologiques qui peuvent amener à un comportement donné. Donc il ne faut pas se contenter des symptômes, il faut aller chercher les mécanismes qu'il y a en dessous.
Donc, un peu une analyse fonctionnelle, en fait. À quelle fonction joue le comportement et à quoi il sert, en fait. Plus que fonctionnel. Parce que fonctionnel, vous allez essayer de trouver un rationalisme au comportement. Mais c'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans les voies biologiques du cerveau humain. C'est encore plus que fonctionnel. Il faut aller vraiment chercher au fond du machin quel a été le trajet, pas que le truc du fond, quel a été le trajet à droite, à gauche, etc. Je vous donne un exemple concret que je donne souvent, mais qui illustre bien. On parle beaucoup de troubles anxieux et de TDAH. Prenez une jeune fille qui est anxieuse et qui vient en consultation parce qu'elle est anxieuse. Elle travaille très bien à l'école, elle a plein de bonnes notes, elle est très sage, très polie, très posée, très concentrée. On parle de nous, là, Maglone. Vous l'amenez en consultation, elle est déprimée, très anxieuse, avec peut-être des tocs, peu importe, elle est très anxieuse, gravement. Les psychothérapies n'ont pas fonctionné, vous mettez un antidépresseur. Elle commence à aller mieux, de mieux en mieux, même mieux que jamais, vraiment, on voit bien qu'elle s'épanouit, etc. Et là, commencent à apparaître des moins bonnes notes, un peu d'opposition, elle commence à pas forcément être d'accord avec les profs, à leur dire, avec les parents, à leur dire. Elle commence à être plus distraite, plus volubile. Bon. En fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez révélé un TDAH. C'est-à-dire qu'elle était tellement obsessionnelle, tellement anxieuse, tellement dans une volonté de conformité. De compenser, oui. C'est même pas compensé. Oui, elle a compensé son TDAH, mais c'est même pas pour compenser son TDAH. C'était vraiment une volonté d'être gentille, de bien faire, parce qu'elle était anxieuse et parce qu'elle voulait avoir des bonnes notes et un tampon gentille fille, gentille note, gentil machin. D'accord? Vous avez traité son trouble anxieux, elle est beaucoup moins obsessionnelle, elle est beaucoup moins dans le contrôle, d'accord? Et donc apparaît son TDAH. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a des interactions entre les symptomatologies qui font qu'il ne faut vraiment pas s'intéresser qu'aux symptômes. Il faut s'intéresser au processus cognitif. Pourquoi? Voilà. Et donc, ça, c'est un bon exemple de comment en psychiatrie, des troubles qui sont différents, fondamentalement, vont avoir une influence l'un sur l'autre, vont révéler l'un l'autre, d'accord? Et vont donner une richesse d'expression symptômes très, très, très variée. Donc, si vous n'aviez regardé que les symptômes chez une jeune fille, vous n'auriez pas vu le TDAH. Si par contre, vous aviez regardé comment elle fonctionne, vous aviez posé certaines questions, notamment les antécédents familiaux, notamment comment elle était petite sur certaines choses, etc., et bien vous auriez pu vous douter qu'il y avait un TDAH et vous auriez pu prévenir les parents que, attention, on va traiter son trouble anxieux parce que c'est la priorité, elle est déprimée, elle est machin, elle est truc, mais vous allez me gueuler dessus dans 3 mois parce qu'elle aura des moins bonnes notes, parce qu'elle va être elle va s'autoriser plus de choses parce qu'elle sera moins anxieuse et qu'on va révéler le TDAH. Et on traitera le TDAH si besoin. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça la richesse de la psychiatrie. Ouais. C'est ça que le métier est beau. Et c'est ça aussi qui fait qu'aucun test psychométrique peut donner quoi que ce soit en psychiatrie. Vous comprenez? C'est une analyse qui est sémiologique. Ouais, c'est... Moi, en fait, je peux donner un conseil, mais ça, je pense que c'est peut-être de s'assurer en tant que thérapeute que le travail qu'on fait, qu'on soit graphothérapeute, psychologue, que le travail qu'on fait, j'ai envie de dire, en cabinet, dans notre petite cellule, qu'il y ait une possibilité de transposition, en fait, dans l'environnement. Puisqu'il y a plein de conditions qui vont influencer comment je dirais, un comportement de l'enfant, que ce soit par exemple au niveau de l'écriture, ben, je pense qu'il faut à quelque part s'assurer que le transfert, j'ai envie de dire, de l'apprentissage ou des connaissances puisse se généraliser au moment important de performance. Que, là, on parle d'écriture donc à l'école ou au travail. Donc ça, je pense que c'est important pour moi, en tout cas, qu'il y ait un relais entre ce qui se fait en cabinet et peut-être les intervenants sur le terrain pour que l'enfant soit, qu'il y ait une espèce de cohérence dans l'accompagnement et que l'enfant puisse finalement avoir un soutien dans l'environnement, dans l'écologie qui l'aide à appliquer ce qu'il a appris au moment des séances. Absolument. Parce que je trouve que sinon, il y a beaucoup de pertes d'informations. Il y a beaucoup de pertes d'apprentissage. Et que c'est vrai que dans nos cabinets,
on peut se dire, ah, l'enfant a évolué, il progresse par rapport aux informations qu'il nous donne à l'instant T. Mais moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est comment il va dans, dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc, oui, ça, oui. je pense que c'est important en tant que professionnel qu'on veille à ça, en fait. Oui. Que notre travail avec l'enfant puisse se généraliser. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un TDAH, donc peut-être des fois un peu plus de difficultés, encore une fois, de généralisation, de transposition des connaissances dans le temps et dans des contextes un petit peu différents, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Sinon, on risque d'être déçu et d'être parfois dans un sentiment d'échec, ou en tout cas les parents de dire, bon, ben l'enfant, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est suivi, mais finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Même si nous, on a pu voir des progrès dans nos univers, si je peux dire. Oui, absolument. Moi, je suis beaucoup en lien avec les enseignantes parce que c'est beaucoup plus efficace, justement. Oui, puis aussi qu'il y a une espèce de cohérence dans les méthodes qu'on donne et aussi que l'enfant puisse, comment je dirais, puisse les appliquer, en fait, qu'on lui autorise à appliquer notre façon de lui avoir transmis soit des stratégies ou des méthodes, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut proposer une méthode qui va être plus adaptée à l'enfant, mais il n'aura pas nécessairement le droit de l'appliquer à l'école, quoi. Donc, ça fait en sorte qu'il va être dans une espèce de confusion ou dans une espèce de, comment je dirais, de conflit. Absolument. Mais, écoutez, je vous remercie beaucoup.